Salut Alex, Salut Cyril. on est super content de te recevoir chez Futurland. Bah pareil, content d'être venu. De venir. T'es venu mettre notre salle Hollywood à jour en waveforming. Voilà, c'est ça. Alors avant de nous expliquer ce que c'est que le waveforming, tu peux nous rappeler un petit peu qui tu es, qu'est-ce que Trinov? Moi, c'est Alexandre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le responsable technico-commercial de Trinov en France. Donc c'est moi qui m'occupe du marché français pour Trinov, aussi bien dans la partie résidentielle, donc comme cinéma, hi-fi, que la partie professionnelle, donc les studios d'enregistrement, et la partie cinéma commercial. Trinov, donc Trinov, c'est une société française qui date d'avant, hein. En fait, c'était des étudiants qui étaient passionnés par le son et par l'audio en 3 dimensions. Donc en fait, l'idée, c'était de capturer un champ acoustique en 3 dimensions avec un seul micro. On mettait un micro dans la salle, et puis en fait, on avait le piano à gauche devant et le violon derrière à droite, et il était capable d'enregistrer avec toutes les informations de direction, voilà. Donc c'était le début de Trinov, et puis après, petit à petit, ils ont commencé à montrer leur savoir-faire, d'abord dans le pro, dans le broadcast. Les premières machines Trinov ont été installées dans les cars régies. Dans les cars régies, en fait, c'est des studios d'enregistrement mobile, notamment pour la télévision. Quand vous avez, quand on fait de la captation d'un match de foot, par exemple, dans un stade, il y a toujours un car régie, parce que c'est lui qui va piloter les caméras, tout ça, machin, dire, enfin, comment organiser un peu la captation et le tournage. Sauf qu'un car régie, en fait, c'est un semi-remorque, donc c'est pas très grand, il y a beaucoup de bruit, et en gros, ça sonne pas bien. Et donc, en 2014, voilà, en fait, Trinov, donc ça, c'était la phase 1, entre guillemets, de Trinov. La phase 2, en fait, c'est avec le lancement de l'altitude, donc la machine qu'on a dans cette salle, où en gros, en fait, ils ont commencé à faire leur propre processeur home cinéma pour les salles de cinéma dédiées. Et ce qui a fait que quand l'altitude 32 est sortie en 2014, il y avait 10 personnes à Trinov à peu près, 10 employés. Et puis maintenant, on est on est quasiment 70. D'accord, bon, en tout cas on est super content de vos produits. Bah merci. Et pour ce qui est du waveforming, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Et donc l'idée de Trinov, donc ça a commencé il y a 7-8 ans maintenant. Après des années de recherche, des tonnes de données générées, extraites, analysées, d'arriver en fait à un algorithme qui soit exploitable par le commun des mortels. Faut savoir que waveforming au début, ça tournait sur des processeurs qui étaient très, enfin voilà, on avait beaucoup de mémoire, il fallait faire énormément de mesures dans une pièce. Mais c'était pas, voilà, on pouvait pas demander légitimement des revendeurs comme vous, il faut faire 100 points de mesure dans une pièce de 15 mètres carrés. Donc l'idée après, ça a été d'optimiser en fait l'algo pour que du coup on puisse le proposer sur toutes les machines existantes, parce qu'en fait une des particularités de Trinov, c'est que même si on a un projet qui nous prend 8 ans, la mise à jour on la donne gratuitement. Voilà, la mise à jour est gratuite. D'accord. Et puis voilà, et que ça se fasse en un temps raisonnable. C'est-à-dire, là, typiquement dans cette salle qu'on a calibré en waveforming, on a mis 2 heures en fait pour tout calibrer. Donc, ce qui est acceptable, et qui quelque chose, si on devait le faire manuellement, nous prendrait probablement des semaines. Et alors grossièrement, quelle que soit l'installation, il faut compter 2 heures pour faire l'installation? Faut compter, après ça dépend, parce que là ça a été assez facile en fait, parce que les résultats, les paramètres par défaut ont très vite donné des bons résultats, mais il faut compter au maximum une journée maintenant, avec la pratique. Et alors comment ça fonctionne alors? Donc en fait, waveforming, c'est dans le grave, donc ça utilise des caissons de grave. Il faut au minimum 2 caissons à l'avant, 2 caissons à l'arrière. Les caissons à l'avant, en fait, l'idée c'est qu'on va créer un front d'onde. Donc idéalement, le cas idéal, c'est de créer un front d'onde, une onde planaire, une onde plane. Donc l'idée c'est de créer une onde la plus plane possible. En fait, cette onde, elle va se propager dans la pièce. Donc comme il faut imaginer, la pièce c'est un rectangle comme un tunnel. Elle va se propager, elle va se déformer avec le canapé, les gens, le mobilier, tout ça. Et en fait, on a 2 caissons à l'arrière qui, eux, l'idée, c'est qu'ils vont émettre une contre-onde, donc en fait, en fonction des déformations de tout ça, qui vont en fait annuler, en fait, toute la contribution de la pièce à l'onde, en fait. C'est-à-dire que, du coup,
qu'est-ce qu'on annule? On va annuler donc tous les défauts apportés, les déformations apportées devant le mais on va aussi annuler les modes propres, parce que les modes propres, en fait, temporellement, donc tout ce qui fait que le grave varie, en fait, bah, du coup, il s'installe dans le temps, et du coup, en fait, si l'idée, c'est de l'annuler comme ça avec avec les caissons arrière. Donc, en fait, dans waveforming, il y a un truc qui est assez nouveau, c'est qu'en fait, on met 4 caissons, mais les caissons arrière, on les entend pas. Parce qu'en fait, c'est une contre-onde. Donc, en fait, on ne l'entend pas ou quasiment pas. Il faut vraiment, on met un briquet, la flamme s'éteint, si on joue assez fort. Mais par contre, on n'entend rien parce que c'est la contre-onde. Il y a vraiment que les caissons à l'avant qu'on entend à l'oreille. Ça veut dire qu'on a un ressenti physique sur l'onde. Bah, en fait, c'est l'autre nouveauté de waveforming, c'est que techniquement, on a toujours dit que les graves en dessous d'une certaine fréquence, c'était 80 Hz. Enfin, la THX, ça dit 80, ça correspond. Voilà, on n'est pas censé localiser le grave. Mais là, en fait, on arrive à le localiser, c'est-à-dire qu'on sent plus la directivité de l'onde. C'est-à-dire que là, typiquement, on a une écoute où, bah, si on a, par exemple, dans Top Gun, on a, par exemple, l'avion qui passe comme ça, on va vraiment sentir le grave bouger avec l'avion. Et alors, du coup, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que l'emplacement des subwoofers, il a une vraie importance. Il a une importance. Alors après, au début, on était assez strict sur le placement. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que les caissons soient en hauteur, soient placés. Donc si on a 2 caissons, c'est 1/4, 3/4 et à la moitié, à mi-hauteur. Si on a 4 caissons, donc c'est 1/4, 3/4, enfin voilà, quoi, il fallait vraiment. Donc on savait pas trop, on s'est dit, bah, si on met les caissons au sol, basiquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les caissons, souvent on les met au sol, parce qu'en général, on les met sous l'écran pour des raisons pratiques. Parce qu'en général aussi c'est lourd, donc voilà, on les laisse dehors. C'est ça. Voilà, donc du coup on s'est dit, bah, si on les met à 1/4, 3/4, mais qu'on les laisse au sol, qu'est-ce que ça donne? Donc là après, donc on est plus dans une formation d'onde plane, on est dans une formation d'onde cylindrique en fait. Alors, pour une bonne installation waveforming, pour une bonne mise à jour waveforming, Ouais. il faut une taille de pièce minimum, j'imagine. Non, pas forcément. Là, on fait des tests. On a des clients, nous, qui ont fait des salles dédiées dans des 10 mètres carrés, 12 Ouais, mètres carrés. alors je sais je crois qu'on a un cas avec 4 caissons dans 10 ou 12 mètres carrés, ça marche bien. Parce que de toute façon, en plus, on est en train de, enfin, voilà, on travaille aussi parce que évidemment, comme on travaille dans le pro aussi, et on est en train justement de voir la faisabilité de waveforming dans les studios. Et souvent, les studios d'enregistrement, maintenant, les gens ils travaillent de plus en plus de chez eux. Donc en fait, souvent, un studio d'enregistrement d'un ingénieur du son, c'est une chambre ou un ancien garage ou des choses comme ça. Et ça fait rarement, enfin, ça fait 10, 12, 15, ouais, 10, 12 mètres carrés en général. Donc, et en fait, on a commencé à faire des essais, on se rend compte que ça marche bien, et effectivement, on a commencé à faire on a des gens qui ont fait ça dans des salles assez petites, et ça marche. Après, si tu veux, le problème des petites salles, c'est qu'en fait, waveforming, on considère que waveforming, en fait, il faut être à 2 mètres de l'écran, 1 mètre des murs sur les côtés, 1 mètre des murs à l'arrière pour faire les mesures. Donc, en fait, quelque part, c'est ça qui te donne la taille mini de la pièce. Parce qu'en fait, si tu veux, bah, si t'as un point d'écoute et tu veux waveforming sur un siège, bah, il faut que tu sois à 2 mètres de ton écran, à 1 mètre derrière. Toi, tu dis que ton siège, il fait 1 mètre, donc tu vois, ta pièce, il faut pas qu'elle fasse moins de 4 mètres de long. Enfin, 3,50 m, 4 mètres de long. D'accord. Voilà. Oui, mais ça passe dans une pièce grande comme une chambre. Exactement. Ça passe dans une chambre. Voilà. Après, plus c'est petit, plus t'as les contraintes, et plus voilà, on a les contraintes de mesure. Et puis après, bah, t'as les contraintes de placement des caissons aussi, parce que des fois, on a des passionnés qui ont des caissons monstrueux dans les petites pièces. Et du coup, bah, ça devient un peu compliqué à placer correctement, parce qu'en fait, il n'y a plus de place pour le faire. Par contre, la taille maxi de la pièce, au-delà d'une certaine taille, comme les modes propres, après, c'est fonction de la taille de la pièce. Et dans les très grandes pièces, en fait, les modes propres, ils sont en dessous de 20 Hz, donc on les entend, enfin voilà, on a moins de problèmes. Typiquement, dans une grande salle de cinéma commercial, ils ont pas trop de problèmes de mode propre, parce que les salles sont tellement grandes, en fait, que bah, du coup, le grave, il est assez uniforme. Du moins, dans ce qu'on appelle à partir de 20 Hz jusqu'à 80 Hz. D'accord. Ouais. Et du coup, il faut un nombre minimum de caissons. Bah, 4.
Alors sans waveforming, Trinov est réputé pour produire d'excellents résultats avec un seul point de mesure. Ouais. Et pour waveforming, ça dit quoi? Alors, c'est différent parce qu'en fait, waveforming, là, on a besoin que l'algorithme fonctionne, il faut qu'on ait le champ acoustique 3D de la zone d'écoute. Donc en fait, pour parler d'un champ acoustique 3D, ben en fait, il faut imaginer, en gros, il faut qu'on puisse découper en fait tout ce qui est voilà autour de la pièce. Il faut qu'on découpe une espèce de volume, il faut qu'on ait les informations sur un volume compris. Donc en gros, là, pour le coup, on est vraiment obligé d'avoir plusieurs points de mesure. Donc le nombre de points de mesure dépend encore une fois de ta surface, enfin de la taille de ta zone d'écoute. On a mis un outil en ligne, donc sur le site internet de Trinov où grosso modo ce qui se passe c'est que tu dis combien de rangées t'as, la taille de tes rangées. Donc si c'est un siège, 2 sièges, 3 sièges, 4 chaises, 5 chaises, enfin peu importe. Et après il te donne automatiquement le nombre de points de mesure qu'il faut. Sachant que le nombre minimum de points que donne l'outil, ça ira jamais en dessous de 10 de mémoire, 8 ou 10. Donc même si tu as un siège, il faudra quand même faire 8-10 mesures. Et le nombre maximum que fait l'outil, donc je crois que c'est avec, si tu mets 3 rangées de 6 sièges par exemple, 18 places, et là tu dois être à 28 points de mesure, quelque chose comme ça. D'accord. Alors ici, on est dans une salle de 30 mètres carrés. Ouais. On a 26 mètres carrés utilisables, net de traitement acoustique. Avec ton outil magique, là, combien tu as eu de points de mesure? Là, j'en ai eu, donc j'ai eu un point de mesure principal pour l'optimiseur, et après pour waveforming, avec 2 rangées de 3 sièges, on a eu 10 points de mesure. Donc, ce qui est pas énorme en soi. Hein. D'accord, alors tu parlais de 28 tout à l'heure? Ouais, mais 28, il y avait 5 rangées, enfin, c'est quand t'as 3 rangées de 6 sièges, en fait, plus t'as de complexité dans la salle, et plus on va plus la salle est complexe, et plus la zone d'écoute est grande, plus ça te donne 2 points, mais dans l'absolu, en fait, ce qui a tendance à vachement augmenter le nombre de points, c'est la largeur, en fait, des banquettes. Donc, si t'arrives à 4 ou 5, des assises de 4 ou 5 personnes, c'est là où tu multiplies le nombre de points de mesure. Mais jusqu'à 3 points de mesure, enfin, la configuration classique, 2 rangées de 3 sièges, 10 points, ça suffit en général. Alors ça, c'est ton micro Trinov, voilà. Très particulier. Tu peux nous expliquer un petit peu? Nous, en fait, avec les 4 capsules, ça nous donne des informations supplémentaires qui nous permettent, en fait, de positionner et de localiser précisément toutes les enceintes. Donc c'est un peu comme si on faisait un scan 3D. Voilà. Alors si je comprends, sans votre micro, la calibration, elle serait très difficile, voire impossible. Ah non, mais techniquement, en fait, s'il n'y a pas 4 capsules, le processeur, il refuse il va pas plus loin. C'est-à-dire, en fait, le micro, si une capsule est endommagée ou quelque chose comme ça, en fait, il va vous donner un message d'erreur, il va vous dire, la capsule 3, il n'y a pas de son. Et du coup, il va pas aller plus loin. On est vraiment obligé d'utiliser un micro Trinov pour les processeurs Trinov. Donc waveforming, en fait, le nombre de caissons dépend principalement de la taille de la pièce, donc de la largeur et de la hauteur. Donc en fait, si tu vas jusqu'à 4,50 m de large et 2,50 m de haut, il faut 2 caissons à l'avant, 2 caissons à l'arrière. Donc c'est 90% des salles ciné en France, on va dire. Après voilà, si tu as une salle plus large à 5 mètres, il faut peut-être 3 caissons, et c'est là en fait où effectivement tu peux avoir 3 caissons à l'avant et 2 caissons à l'arrière, parce que il se trouve qu'à l'arrière tu as la porte, par exemple comme ici, et du coup tu n'as pas la place de placer 3 caissons, donc 2 caissons ça suffit, donc c'est là que tu peux avoir un nombre impair de caissons. D'accord. Et on les positionne comment, les caissons? Alors les caissons, donc en fait, il y a 3 niveaux en fait de waveforming officiels. Premier niveau, c'est les caissons dans les coins. Donc tu mets 4 caissons dans tes coins, donc c'est une disposition qui est pas mal utilisée, parce qu'en fait, comme les caissons sont dans les coins, entre guillemets, ça permet d'avoir du grave gratuit, parce qu'en fait, on a les effets ce qu'on appelle les effets de boundary effect, donc c'est-à-dire que tu mets dans les coins, tu gagnes 6 dB théoriquement. Donc du coup, beaucoup de gens mettaient dans les coins parce que ça permettait d'avoir du grave gratuit. Donc si tu mets les 4 caissons dans les coins, c'est ton premier niveau. Donc en fait, ça te permet de contrôler déjà le niveau de grave, la décroissance du grave, mais t'as pas forcément l'uniformité. Après, si tu mets les caissons à 1/4, 3/4 à l'avant et à l'arrière, là on est ce qu'on appelle dans le waveforming cylindrique. Et donc du coup, on gagne en uniformité sur une rangée de sièges, par exemple. Et après, si tu les mets en plus en hauteur, là, en fait, du coup, ça te permet d'avoir une uniformité sur 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées. Et il faut que les caissons soient les mêmes?
Alors, il faut qu'ils soient les mêmes sur chaque côté donc il faut qu'ils soient les mêmes à l'avant, les mêmes à l'arrière, mais ils n'ont pas forcément besoin d'être les 4 mêmes. À l'arrière, ils peuvent être un peu moins puissants et un peu moins... voilà, il faut juste qu'ils puissent créer l'ombre qui va absorber à l'avant. Ils n'ont pas forcément besoin d'être de la même marque ou des mêmes comme ça, parce qu'en fait, on les entend pas. Donc, ce qui fait que des fois, voilà, donc des fois, on peut avoir des très gros caissons à l'avant et la même marque, mais le modèle en dessous à l'arrière. Ok, et tu préconises plutôt du caisson clos ou du basse réflexe? Ah, c'est une bonne question, ça. On te la pose à chaque fois, c'est ça? Non, ouais, on a des bons résultats avec les deux. Les caissons clos, en fait, si tu veux vraiment a priori, les caissons clos se comportent mieux parce qu'en fait, le basse réflexe introduisent une notion de retard de groupe. Donc en fait, comment dire, le son qui passe, voilà, à l'arrière de l'haut-parleur et qui passe dans les vents, bah, du coup, il fait plus de distance, donc il est retardé. Donc c'est quelque chose qui peut nous gêner entre guillemets. Après, les caissons clos, en théorie, marchent mieux, mais le problème, c'est que les caissons clos, pour qu'ils fassent du grave, il faut du volume. Donc, ils prennent beaucoup de place. Donc, c'est un peu on a d'excellents résultats avec des caissons clos, mais ils sont enfin voilà, on a pu des installs, mais ils sont monstrueux, en fait. Vous n'avez pas la possibilité de choisir entre, si c'est une autre contrainte qui dicte si c'est clos ou basse réflexe, c'est pas grave, ça marche avec les deux. D'accord. Voilà. Super, merci beaucoup Alex. Ben de rien, merci. On passe à la démo? Oui. Et ben c'est parti.